tout ce qui avait été conquis de haute lutte par le mouvement ouvrier avait été remis en cause, que ce soit sous le gouvernement de Sarkozy, enfin sous la présidence de Sarkozy, mais aussi sous la présidence de Chirac, et il faut le dire malheureusement sous la présidence de Mitterrand dans une certaine mesure, un certain nombre de privatisations par exemple, le blocage des salaires. Avant que la crise n'intervienne, il y avait déjà 7 millions de pauvres en France. Je ne sais plus si c'est le chiffre officiel, je vous l'ai demandé tout à l'heure, ou si c'est un calcul d'association, mais je pense que ce chiffre est déjà impressionnant en lui-même. 7 millions de pauvres, 3,5 millions de mal logés, et 200 000 sans domicile fixe, dont on sait qu'une partie travaille. Je crois que c'est plus d'un quart, je ne me souviens plus du chiffre exact. Un certain nombre de sans domicile fixe travaillent, ont un emploi. Voilà la situation, ce sont quelques chiffres, mais vous connaissez les chiffres du chômage, étaient très importants, la paupérisation dans la société. Et maintenant, avec la crise, et ça je dois dire encore, la riposte avait prévenu là-dessus. On avait dit, voilà la situation sans crise, avant la crise, qu'est-ce que ça va être quand la crise éclate? Ben, la situation, on la voit tous les jours, une baisse du pouvoir d'achat et un développement, pour ne prendre que ces deux aspects, un développement du chômage, avec, je crois depuis le mois de novembre 2008, 60 000 à 90 000 chômeurs en plus officiellement. Parce qu'il ne faut pas se lever là-dessus, on sait tous qu'un gouvernement après l'autre, ils ont révisé les modalités de calcul des chômeurs, qui fait que ces chiffres sous-estiment la réalité de la situation. Quand ils ont 90 000 chômeurs en plus, vous pouvez être sûr que c'est davantage, 100 000 ou 120 000. Alors Michel Alliot-Marie, qui n'est pas la plus stupide du gouvernement Sarkozy, qui est vrai réunit un certain nombre d'imbécilités notoires, c'est pas la plus idiote, mais là elle a dit une grosse... c'est une réactionnaire, ça va de soi, mais peut-être avec un certain cerveau. Elle a dit une bêtise malgré tout. Je ne sais pas si elle a mesuré la bêtise qu'elle a dite. Elle a dit en janvier ou en février, elle a dit « Je tiens à prévenir les gens qu'il va y avoir 300 000 chômeurs de plus sur l'année 2009. » Alors je ne sais pas quelle est la calculette qu'elle utilise, Mme Alliot-Marie, mais si vous comptez 90 000 chômeurs, 80 000 chômeurs en moyenne par mois, il n'y a pas besoin d'être Einstein pour voir que 80 000 multiplié par 12, ça ne fait pas 300 000. Et si vous voulez un chiffre plus réaliste, il faut voir ce qui s'est passé sur l'année 2008 en Italie, où ils ont eu 900 000 chômeurs de plus sur l'année. Et je pense que, on ne peut pas savoir ça, évidemment. Je ne veux pas vous donner un chiffre à la virgule, mais il me semble absolument exclu qu'il y ait moins de 700 ou 800 000 chômeurs de plus sur l'année 2009, sachant qu'il n'y a pas du tout la perspective d'une reprise de l'économie avant la fin de l'année. Et derrière ces statistiques, il y a quoi? On le voit à la télévision, il y a des vies brisées, des familles brisées, des couples brisés, des villes, des communes ravagées, des communes qui, comme à Clairoy ou ailleurs, dépendent quasi exclusivement d'une usine, d'un site industriel. Tout ça est balayé pour le profit, du fait de la soif de profit de quelques-uns. C'est ça la réalité. Et donc je disais, cette situation, on peut pas, la classe ouvrière et les organisations ouvrières ne peuvent pas accepter le chômage organique, qui est une sorte de cancer dans le mouvement ouvrier, une sorte de cancer dans la classe ouvrière, qui désorganise la classe ouvrière, et qui est une dégénérescence. On ne peut pas accepter ça, même du point de vue de la lutte des classes, pas simplement du point de vue du destin des chômeurs, qui est dramatique, mais du point de vue de la classe ouvrière comme force organisée, qui doit lutter pour son émancipation. On ne peut pas, on ne doit pas accepter le développement du chômage de masse. Quelles sont les mesures à prendre? La riposte a rédigé avec d'autres organisations à l'échelle internationale un manifeste qu'on a appelé manifeste sur la crise, manifeste de la tendance marxiste internationale, une alternative marxiste à la crise du capitalisme. Et c'est un très bon document à mon avis, d'une trentaine de pages que je vous encourage à lire et à consulter à la fin de la réunion, où on développe un certain nombre de revendications, où on explique la crise, tel que je viens de le faire, mais plus détaillé, et puis on avance un certain nombre de revendications immédiates, si vous voulez. Quelles sont les mesures d'urgence à prendre? Alors je ne vais pas vous détailler le document, mais sur deux points. D'abord, je voudrais balayer une idée, selon laquelle les marxistes, parce que je me considère comme un marxiste, j'essaye de défendre les idées marxistes, les marxistes ne sont pas contre les réformes. Il y a cette idée parfois. Les marxistes, vous attendez le grand soir, peinard chez vous, et simplement le grand soir, ce qui n'existe pas d'ailleurs,
Une révolution, c'est pas un soir, c'est un processus qui s'étale dans le temps. Et puis le slogan, soit vous vous pointez et vous voulez prendre le pouvoir et vous voulez qu'on renverse tout d'un coup, et vous ne voulez pas vous battre pour des réformes, vous ne voulez pas vous battre pour le pain quotidien et les conquêtes sociales. Ça, c'est archi faux. Les marxistes ne sont pas contre les réformes, ils sont pour ils sont prêts, ils sont d'accord pour se battre pour la plus petite conquête sociale et pour défendre la plus petite, même si elle paraît insignifiante, des conquêtes sociales. Les marxistes sont contre le réformisme. C'est pas la même chose. Le réformisme, c'est pas la lutte pour les réformes. Le réformisme, c'est l'idée que, graduellement, une réforme après l'autre, dans le cadre du système capitaliste, sans toucher au fondement de ce système, sans toucher à la propriété privée des banques et de la grande industrie, on va pouvoir, graduellement, comme ça, un mois après l'autre, émanciper la classe ouvrière, améliorer le sort de la classe ouvrière. Un fait que l'histoire a démenti combien de fois? Jamais ça n'a marché. C'est ça, c'est le réformisme. Et c'est vrai que les marxistes sont contre cette idée-là. Les marxistes pensent qu'il faut une rupture qualitative, si vous voulez, radicale avec l'ordre établi à un certain stade, qui ne peut être que la nationalisation des banques, de la grande industrie, sous le contrôle démocratique des salariés. C'est ça la transformation décisive dans l'ordre historique que nous, on appelle de nos voeux. Mais est-ce qu'on est pour des réformes? Oui, on est pour des réformes, parce qu'on sait très bien que cette transformation socialiste, on n'aura pas comme ça. Soit dit en passant, il n'y aurait pas de transformation socialiste possible sans la lutte quotidienne pour des réformes. Pourquoi? Parce que c'est dans cette lutte quotidienne pour des réformes que la classe ouvrière s'organise, prend conscience de sa puissance, accumule l'expérience nécessaire pour passer à un niveau de lutte supérieur. Les travailleurs ne vont pas se lever du jour au lendemain pour le socialisme. Ils ont besoin d'accumuler dans la lutte quotidienne l'expérience de leur organisation collective, de la lutte, et puis le sens surtout de leur pouvoir. Quelle importance ça a une manifestation massive? C'est bien sûr pour un signal, un gant jeté à la face du pouvoir, mais c'est aussi que les travailleurs prennent conscience de leur force, de leur nombre. Et ça, c'est un facteur psychologique déterminant. Quelles seraient les réformes sur deux points? Quelles seraient les réformes pour lesquelles il faut lutter? Alors, je parlais de deux problèmes, le pouvoir d'achat et le chômage. Sur le pouvoir d'achat, il faudrait bien évidemment réclamer, et je pense que la CGT réclame une augmentation de tous les salaires. Le SMIC, je crois, demande 1 500 € net, ce qui est correct. Mais il y a un élément qui est indissociable de cette revendication, à mon avis, et qui n'est pas une revendication inventée par la riposte, qui est une revendication traditionnelle du mouvement ouvrier qui a été abandonnée en France sous le gouvernement Mauroy en 1982 ou 83, je crois 82, l'échelle mobile des salaires, abandonnée par la CGT aussi, je crois. L'échelle mobile des salaires, c'est-à-dire que l'évolution des salaires doit être calculée pour strictement correspondre à l'évolution des prix. Elle doit être basée sur l'inflation. Si les prix augmentent de 10%, les salaires doivent s'augmenter de 10%. C'est le seul moyen de conserver le pouvoir d'achat. Parce que si vous avez des salaires qui augmentent de 2%, mais que les prix augmentent de 10%, vous perdez. Échelle mobile des salaires. Les salaires augmentent en fonction de l'inflation, en suivant très précisément l'inflation. Et deuxièmement, le calcul de l'inflation, l'indice de l'inflation, doit être déterminé pas par quelques bureaucrates de Bercy ou je ne sais qui, ou de l'INSEE, mais par une commission composée de syndicalistes, d'associations de consommateurs qui disent voilà les marchandises, voilà le panier de marchandises, voilà les marchandises qui sont consommées par la masse de la population, et voilà l'évolution de leur prix. Enfin, ça doit être contrôlé par la classe ouvrière. Il ne s'agit pas de laisser cet indice de l'inflation entre les mains de quelques bureaucrates pro-capitalistes, pour parler clairement. Ça, c'est le minimum. Parce que là, je ne suis pas en train de parler de conquérir quelque chose, c'est juste de conserver le pouvoir d'achat de la classe ouvrière. C'est le strict minimum. Et la deuxième chose sur le chômage, qui, comme je l'ai dit, est un cancer dans la société. Premièrement, l'un des principes, là encore, qui n'est pas le fruit de la poste, on ne fait que lever un drapeau qui existe de longue date dans le mouvement ouvrier, dans le mouvement syndical, le partage du travail entre les salariés. Réduction du temps de travail, c'est-à-dire si vous avez 3 salariés qui travaillent et un qui ne travaille pas, ces 4 salariés doivent tous travailler et on baisse le temps de travail pour tout le monde. Ça c'est un principe syndical et fondamental. Réduction du temps de travail et la durée de la semaine du travail doit être déterminée en fonction de ça.